C'est un musée consacré à l'histoire, pas à n'importe quelle histoire. Celle des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire que vous connaissez bien? Très bien, par ma mère, donc, qui est juive, qui a été enfant à Paris pendant la guerre. Et j'ai grandi avec l'Holocauste. C'était vraiment le seul sujet d'intérêt et de préoccupation de ma mère. Ce lieu a été inauguré en 2005 sous la houlette de Jacques Chirac et de Simone Veil. Nous sommes au mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Laigné, dans le 4e, près de la place Saint-Paul. C'est un lieu qui a pour devise de comprendre le passé afin d'éclairer l'avenir. On ne peut éclairer l'avenir que lorsque l'on comprend bien le passé. Absolument, de toute façon l'histoire se répète. On voit bien que la Shoah n'est pas le dernier génocide. De l'autre côté, là-bas, il y a le mur des noms où figure le nom des 76 000 juifs français déportés entre 1942 et 1944. C'est un endroit évidemment très impressionnant. C'est très important de préserver les noms. Et ce que vous avez évidemment aussi au mémorial, ce sont tous les témoignages enregistrés. C'est très important de rapporter la grande histoire à l'histoire des gens. Ça pourrait arriver à n'importe qui. C'était des gens comme vous et moi. Bonjour Catherine Cusset. Bonjour Valérie. Vous êtes une écrivaine qu'on ne présente plus. Votre œuvre a fait le tour du monde, traduite dans une vingtaine de langues. Évidemment, dans cette émission, on va parler de vos romans. Mais avant, je vous propose qu'on visite ensemble la dernière exposition temporaire de ce mémorial de la Shoah. Absolument, on y va. Ce mémorial est devenu l'institution de référence en Europe pour la Shoah, à la fois musée et centre de documentation. C'est aussi un lieu vivant qui entend œuvrer à la mémoire de tous les génocides. Celui des Tutsis au Rwanda fait l'objet d'une grande exposition qui nous offre un éclairage nouveau sur cette page noire de l'histoire qui a fait 800 000 morts en moins de 3 mois. C'était il y a 25 ans. Dans cette première salle, l'accent est mis sur la parole de l'enfant. On a donc des témoignages, des dessins qui racontent avec une précision effroyable les horreurs commises. Est-ce que cette parole de l'enfant nous livre une réalité différente de celle des adultes? Oui, tout à fait. Et c'est ce qui nous a vraiment intéressés parce que souvent elle est dévalorisée. Mais par contre, elle donne un récit évidemment beaucoup plus concret des choses. Alors là, vous avez un dessin qui parle vraiment du déroulement du génocide. Vous avez des dessins dans lesquels le monde est à l'envers. Là. Voilà, celui-là par exemple. Ici, vous avez un enfant qui se représente avec ses amis jouant devant le centre et puis ils n'ont rien, quoi. Ce sont des sortes de silhouettes vides. Et puis ce dernier dessin, on a voulu vraiment très très beau, cette petite Diane magnifique qui fait cette fleur et on sent véritablement son envie de se reconstruire. Catherine, vous avez beaucoup insisté pour qu'on voit cette exposition. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Le regard de l'enfant sur le monde, justement, un regard très, j'ai envie de dire, très pur. Il décrit ce qu'il voit, il décrit ce qui lui arrive, et on le voit dans ses dessins. Et je suis hantée par la question depuis, devant cette incompréhensible, enfin voilà, c'est un musée de l'incompréhensible ici, on peut le dire comme ça. Notre mission, c'est justement, à travers ces témoignages-là, d'essayer de faire comprendre, pour essayer d'attirer l'attention sur ces petites choses qu'on pourrait laisser passer et qui peuvent amener à ce que des choses beaucoup plus graves se produisent. Alors, comprendre, notamment les origines de ce génocide, c'est aussi la mission de cette exposition et ça se passe là-haut, c'est ça? Exactement. On y va? Est-ce qu'on peut dater précisément le moment à partir duquel commence la construction idéologique autour des ethnies Hutu et Tutsi?
Alors, elle commence vraiment à la période coloniale, et c'est ensuite au moment de l'indépendance du Rwanda, c'est-à-dire fin des années 50, début des années 60, que ça va véritablement se mettre en place à travers des discours des présidents, à travers la mise en place aussi des cartes d'identité ethnique, jusqu'à arriver au début des années 90, où là, on va montrer une sorte de compte à rebours, avec de plus en plus de discours extrémistes. Et c'est quand même assez effrayant de voir que la haine peut se construire sur des stéréotypes, sur des préjugés. Et aussi une différenciation sociale, c'est ça? C'est-à-dire que Tout à fait, oui. les éleveurs, c'était les Tutsis, ils étaient plus riches. Donc il y a aussi la question de la... Et puis le roi, c'était un Tutsi. jalousie, Donc, voilà. mais bon, comme toutes les sociétés, si vous voulez, qu'on a connues même chez nous, c'est toujours ceux qui ont le plus de biens qui ont le pouvoir. Mais il y a toujours en filigrane cette haine raciale, cette manière de diviser pour mieux régner. Catherine, qu'est-ce qui vous sidère le plus, vous, dans cette page de l'histoire? Le fait que ce sont des gens qui ont été massacrés par leurs voisins. Enfin, ils étaient vraiment, et même dans la même famille. Enfin, ils étaient amis la veille. Le lendemain, ils se retrouvaient victimes de leurs voisins. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'humanité, sur l'humain? Catherine, on n'est pas n'importe où, on est à la Closerie des Lilas, le symbole du Montparnasse artistique et intellectuel. Est-ce que ça existe encore? Ce lieu, il est un souvenir très précis pour moi. Je pense que c'est un des premiers rendez-vous que j'ai eu avec Philippe Solers, qui était quand même l'éditeur de mon premier roman. Il y a maintenant assez longtemps, je crois qu'à mon âge, je ne peux plus nommer, je peux plus dire le nombre d'années. Et donc je me rappelle avoir été tellement impressionnée en entrant ici à 22 ou 23 ans, en ayant rendez-vous avec Philippe Solers. C'était quelque chose, c'était vraiment à l'époque, on sentait que c'était un lieu extraordinaire. Philippe Solers, qui vous a inspiré un roman, à vous. Est-ce qu'il a teinté votre écriture? C'est vraiment un découvreur de jeunes écrivains, Philippe Solers. Je suivais un séminaire de Julia Kristeva à Jussieu sur la mélancolie. J'avais écrit un article sur Sade et la mélancolie. Et elle m'a suggéré d'écrire à Solers sans me dire que c'était son mari. Et je lui ai écrit et il a beaucoup aimé l'article. Il a publié dans l'Infini, on s'est rencontrés. Il a publié plusieurs articles et à chaque fois il me demandait « Est-ce que vous écrivez un roman ?» Et moi, à l'époque, je faisais une thèse, je faisais des études, j'étais très très loin d'écrire un roman. Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu un très grand chagrin d'amour aux États-Unis. Et ça, j'ai pas eu d'autre moyen de survivre à ce chagrin d'amour qu'en écrivant ce roman. Et j'ai envoyé ce roman à Philippe Solers en pensant il va trouver que c'est ridicule. Pour moi, Philippe Solers, c'était l'écrivain libertin, de la jouissance, du moment. Et je lui envoyais un premier roman que j'avais écrit en pleurant jour et nuit quand même, pendant 3 mois. Je lui ai dit, il va détester. Et il m'a répondu, j'oublierai jamais cette petite carte postale que j'ai reçue de l'île de Ré, avec son écriture manuscrite. Et il me répondait, chère Catherine, j'adore, souligné 3 fois. Vous savez, dans une vie d'écrivain, on a quelques joies comme ça. Et cette joie-là, ce mot « j'adore », j'oublierai jamais. Votre premier gros succès, traduit en 15 langues, c'est Le problème avec Jane. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Oui, j'ai écrit ce livre par tentative d'accroître mon nombre de lecteurs. J'avais écrit jusque-là des livres autobiographiques et j'avais écrit en particulier « Jouir », qui était un livre extrêmement vrai sur ma vie sexuelle, le désir, la masturbation d'une femme. Et le livre, pareil, on le traite comme un roman érotique. Mais je me dis, mais c'est pas du tout un livre érotique. C'est un livre sur une femme aujourd'hui. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, la société a des tabous que moi, je n'ai pas. Et donc, j'ai pensé, je vais essayer d'écrire un roman sur quelqu'un qui ne sera pas une Française comme moi, mais une Américaine. Et qui aura finalement eu très peu d'aventures, et je vais voir ce que ça donne. Et en effet, c'est un livre qui m'a permis, parce qu'il a eu beaucoup de succès, qu'il a eu le Grand Prix des lectrices d'elle, c'est le genre de livre il y a un avant et un après. J'ai commencé à gagner ma vie avec les livres. On parle de vos origines, un père catholique breton, une mère juive parisienne, un héritage mixte que vous explorez notamment dans La haine de la famille ou dans Une éducation catholique. Qu'est-ce que vous êtes allé puiser exactement dans vos origines? En fait, en écrivant Une éducation catholique, je me suis rendu compte à quel point la religion catholique avait joué un rôle important dans mon existence. En fait, je croyais jusque-là que la seule chose qui avait joué un rôle important, c'était la judéité de ma mère. Ma mère, c'est une présence très puissante, très forte dans ma vie. D'ailleurs, La haine de la famille, c'est vraiment un roman sur elle, sur sa vie. Si je suis devenue écrivain, j'ai envie de dire que c'est pour ma mère.
Parce qu'elle adore la littérature, parce qu'elle n'est pas devenue écrivain, et peut-être aussi parce que c'était le seul moyen d'avoir son attention. Et en même temps, il y a derrière mon père, avec qui j'ai un rapport beaucoup plus distant et discret, et qui m'a quand même légué cette chose très importante qui est la Bretagne, mais aussi cette religion catholique. Ça a été vraiment un absolu qui a été très 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 important dans ma vie, et je vois une sorte de continuité de cette religion, de la confession, du désir d'être le plus vrai possible. Eh bien, l'écriture a quelque chose à voir avec ça. J'écris des livres sur des sujets que je pense, des choses dont on ne parle pas, des choses vraiment taboues, que ce soit la sexualité, encore tout le monde en parle, mais l'argent, vous prenez Confession d'une radine, c'est pas quelque chose dont on parle. Vos romans sont souvent d'inspiration autobiographique, vous venez de le dire. Alors quand on écrit sur sa vie, forcément on parle de soi, mais on parle aussi des autres. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur de la réaction de vos proches? À quel moment vous vous êtes affranchi de leur regard? Quand je commence à parler de ma mère dans La haine de la famille, il est question de toute sa vie, de côté vraiment très cru, de côté de sa vie qu'elle n'aurait pas du tout eu envie de dévoiler. Or j'ai une mère qui peut tout dire, qui n'a peur de rien, qui n'est pas fragile. Par contre, après, j'ai écrit Un brillant avenir qui était sur ma belle-mère. Et là, l'écriture a commencé à poser problème. Et elle a posé problème aussi avec l'autre qu'on adorait, qui était sur mon ami qui s'est suicidé. Il était mort. Mais ses proches, pour eux, le fait que j'écrive sur sa maladie, sur son suicide, c'était insupportable pour eux. Donc oui, non, c'est un vrai problème. Et il y a un livre dans mes tiroirs que je n'ai jamais publié, qui porte sur quelqu'un de très proche et sur la mort de quelqu'un de très proche. Et je n'ai pas publié ce livre parce que mon mari ne le souhaite pas sans l'avoir jamais lu. Mais est-ce que vous avez le désir secret qu'un jour ce livre sera publié? Bien sûr, bien sûr. Mais pas au prix de... Vous voyez, pas maintenant au prix de blesser la personne la plus proche de moi, non. Dans son Paris des Arts, Catherine Cusset a voulu nous présenter Florent Marché, auteur, compositeur et interprète, un orfèvre de la chanson française. Il a sorti plusieurs albums solo, composé des musiques de films et collaboré avec de nombreux artistes comme Bernard Lavilliers ou Jane Birkin. Mais ce qu'il aime avant tout en musique, c'est raconter des histoires. Il expérimente donc en permanence de nouvelles formes de récits et c'est sur ce chemin qu'il a connu Catherine. Florent. Ah, vous chez moi. Salut. Quelle surprise. Enchantée. Bon, dites-moi tout. Quelle histoire vous avez racontée tous les deux en unissant vos talents récemment? On s'est retrouvés sur scène pour porter le texte, l'autre qu'on adorait, en mixant, en fait, en intercalant dans le texte des chansons à moi qui entraient en résonance avec l'histoire. Et comment a germé cette idée? Je ne sais plus comment l'idée a germé, mais moi j'ai énormément d'admiration pour le travail de Florent. Et puis je dois dire que j'aime la chanson. Et je ne suis pas du tout musicienne, alors j'y connais vraiment rien. Et donc je ne sais pas, comme en plus l'autre qu'on adorait, c'est sur quelqu'un qui aime la musique. Il y avait un vrai plaisir à créer ce texte en musique avec l'accompagnement formidable qu'a fait Florent. La trentaine approche et tes amis se casent. Ils acceptent des emplois, ils s'installent avec leurs copines. Toi, tu es toujours étudiant et célibataire. Tu habites toujours ton appartement de la 106e rue que tu partages toujours avec un colocataire. Tu aimes toujours autant New York où tu vis depuis 7 ans et n'échangerais ta vie contre celle de personne. Oh, elle est partie, notre jeunesse. Il s'en est fallu de peu. Oh, les orties que l'on caresse n'ont plus rien de merveilleux. J'y C'est crois. beau la rencontre de la musique et de la voix et de l'écrit. Enfin, c'est ça que je trouve fantastique. C'est comment Florent met en musique, donne un rythme, a du texte écrit. Enfin, il y a une sorte d'accord total de la musique et de l'écrit. C'est très beau. Vous êtes un peu un romancier dans l'âme. Vous aimez raconter des histoires, en tout cas porter des récits en musique, c'est très audible dans vos albums solo. Ça vient d'où? Il y a presque même quelque chose aussi de cinématographique. Je crois que j'aime creuser, aller à la rencontre des autres pour me découvrir moi. La chanson, c'est aussi une forme
d'autofiction où on pratique, comme le fait, je pense, Catherine, d'utiliser cette matière pour aller à la rencontre de l'autre, pour trouver aussi sa place dans la société. Et c'est l'heure à présent de soumettre à Catherine les questions des internautes. D'aller jusqu'au bout, sans s'arrêter en se disant « oh là là, c'est trop mauvais, je ne vais pas y arriver ». Et après de se relire et de réécrire à partir de là. Moi, je crois à la réécriture. La passion que j'ai eue à lire. J'adore lire. Je lis, si j'ai un bon livre, je suis heureuse. Donc évidemment, ça donne envie de donner le même bonheur. J'adore Anna Karenina, j'adore Les Possédés, j'adore À la recherche du temps perdu. J'arrive pas à nommer un livre comme ça. J'adore Madame Bovary, je sais pas. Je me suis mariée avec un Américain. New York, c'est une ville cosmopolite. Et je pense que pour les livres très intimes que j'écris, c'est bien d'être loin de là où je publie. Merci Catherine Cusset. Merci Valérie. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Catherine sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Merci.